Bonjour. Donc, mon nom, c'est Reza Moradinejad. Donc, si vous voulez la prononciation, la vraie prononciation, c'est Reza Moradinejad. Je remercie Charlène de cette invitation aussi pour l'organisation de ce colloque et je suis très content de pouvoir partager avec vous les résultats de mes recherches un petit peu sur le contrat intelligent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien Harvey qui appelle sur Skype. On ne prend pas l'appel. OK. OK, c'est beau. Bon. On va commencer. Donc, on m'a demandé de parler sur la transformation du droit des contrats par la chaîne de blocs. Donc, la chaîne de blocs, c'est un sujet qui, depuis quelques années, a suscité quand même beaucoup de réactions extrêmes et quelquefois contradictoires. Donc, certains y voient une révolution qui va modifier substantiellement la façon dont les individus s'interagissent dans la société, alors que pour d'autres, ce n'est qu'un phénomène éphémère qui va disparaître tranquillement. Donc, sans prétendre vraiment répondre à cette question générale qui est l'avenir de la chaîne de blocs, j'essaie de répondre à la question de la destinée du droit des contrats dans le temps qui m'est consacré, dans sa confrontation avec la technologie de la chaîne de blocs et notamment le contrat intelligent. Bon, pour qu'il n'y ait pas de suspense vraiment, donc j'ai décidé de vous donner ma réponse finale tout de suite, comme ça, si vous avez envie, vous pouvez quitter la salle, ça ne me dérange pas. Donc, dans 3 secondes. Non. À mon avis, il n'y aura pas de transformation de droit des contrats. Donc, ça c'est clair que le droit des contrats ne va pas être transformé par la chaîne de blocs, ni par le contrat intelligent, mais pourquoi? Ça, c'est ce que je vais essayer de faire pendant le demi-heure qui est devant moi. Mais avant d'aller présenter mes arguments, j'aimerais faire une petite mise au point quant aux définitions et la terminologie qu'on utilise pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, depuis tantôt, j'utilise le mot, l'expression contrat intelligent. Des collègues ont parlé de contrat intelligent et je suis très content d'intervenir après mes 2 collègues qui ont parlé de contrat intelligent dans le domaine de la création musicale. Donc, ça a donné vraiment une très bonne explication d'un cas d'utilisation assez réaliste de contrat intelligent, mais on comprend que quand on parle de contrat intelligent, on parle de smart contract. Donc, ça, c'est l'expression qui a été inventée par Nick Szabo dans les années 90 et qui est largement utilisée dans l'anglosphère. En France aussi, les auteurs préfèrent plutôt de parler de smart contract, mais au Québec, on a décidé de traduire ce mot et d'utiliser l'expression contrat intelligent. Une traduction qui n'est pas très intelligente, d'ailleurs, je trouve, parce que ça crée une sorte de confusion avec un autre phénomène technologique qui est aussi très à la mode et qui suscite beaucoup de passion, qui est l'intelligence artificielle. Donc, la réponse, est-ce qu'il y a un lien entre le contrat intelligent et l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle des mêmes phénomènes? Pas vraiment. Donc, le contrat intelligent, pour exister, n'a pas nécessairement besoin d'utiliser la technologie de l'intelligence artificielle, d'utiliser par exemple machine learning ou d'autres technologies liées à cette technologie. Et si on veut... Donc, le contrat intelligent utilise plutôt des algorithmes assez simples dont l'issue de la décision est déterminée et décidée dès le départ, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, si on veut un peu faire un petit résumé qui n'est pas très exact, mais c'est assez approximatif, pour les implications de l'intelligence artificielle en droit de contrat versus l'implication de la chaîne de blocs en droit de contrat, pour l'intelligence artificielle, l'automatisation, ça va intervenir plutôt au moment de la formation du contrat où un algorithme va décider de s'engager ou de ne pas dans un contrat, alors que pour la chaîne de blocs, c'est plutôt au niveau de l'exécution du contrat où on va avoir recours à un programme informatique. Mais on n'a pas encore défini qu'est-ce qu'un contrat intelligent. Il y a 2 façons possibles de le faire. Soit on va le définir de façon technique, donc ce qui est assez souvent utilisé par les informaticiens ou par les gens du milieu,
soit on va avoir une définition un peu juridique pour nous intéresser, pour nous laisser un peu le temps, la possibilité d'intervenir. Selon cette définition technique, on peut dire que le contrat intelligent, c'est un programme informatique intégré dans une chaîne de blocs qui permet l'exécution automatique d'une prestation. Selon un auteur, le mot contrat n'est qu'une appellation décorative. Ça n'a rien à voir. C'est un simple programme informatique. La seule chose qui le sort de la banalité, c'est son intégration et son interaction avec l'univers et l'environnement de la chaîne de blocs. Mais, quand même, nous ne baissons pas les bras. On aimerait bien intervenir, on aimerait bien aussi avoir un mot à dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va modifier un petit peu la définition en ajoutant une petite précision. Mais on ne va pas trahir l'idée de contrat intelligent parce qu'on sait que cette idée-là a été déjà évoquée dans les années 90, c'est-à-dire bien avant l'émergence de la chaîne de blocs par Nick Szabo, qui parlait déjà de la possibilité technologique de créer un contrat qui s'exécute automatiquement de façon irréversible. Donc, comment on va faire ça pour transformer le contrat intelligent en un objet d'étude de sciences juridiques? On va ajouter cette précision en disant que oui, c'est toujours un programme informatique intégré dans une chaîne de blocs qui permet l'exécution automatique d'une prestation, mais dès lors que cette dernière est l'objet d'une obligation contractuelle. Donc, à partir du moment où le contrat intelligent exprime le contenu contractuel, les termes, les clauses d'un contrat, on pourrait éventuellement parler d'un contrat intelligent et dire que peut-être les juristes aussi sont intéressés ou sont invités à s'exprimer sur son existence, sa validité et les autres sujets connexes. Bon, cette définition, ça nous dit qu'il y a peut-être deux éléments qui existent dans un contrat intelligent qui nous permet de l'identifier. D'abord, c'est la question de l'informatisation du contrat. Ensuite, c'est son intégration dans un univers de chaîne de blocs. Par l'informatisation, on entend plutôt dire qu'on va exprimer le contrat dans un langage lisible et compréhensible pour l'ordinateur, pour une machine. Et l'intégration dans une chaîne de blocs, ça se fait en deux étapes. Consigner d'abord le contrat et en plus inscrire les informations, les données externes sur les blocs suivants. Donc, je vais expliquer un peu ces deux éléments constitutifs du contrat intelligent pour ensuite parler de la transformation. Bon, d'abord, parlons de l'informatisation du contrat. Pour qu'un contrat puisse exécuter une prestation contractuelle, pour qu'un ordinateur puisse exécuter une prestation contractuelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord être capable de lire le contrat, de savoir qu'est-ce qui est marqué dans ce contrat et qu'est-ce qui constitue la clause contractuelle. Il y a deux façons, grosso modo, à permettre à un ordinateur de lire un contrat. Soit on va rédiger le contrat dans le langage naturel. Langage naturel, ça veut dire langage compréhensible pour les êtres humains. C'est le français, l'anglais ou persan ou autre. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, on va rédiger le contrat dans un langage naturel et on va utiliser des techniques de traitement automatique du langage naturel pour que l'ordinateur puisse lire et traiter cette information. C'est un peu comme Google Traducteur où on lui soumet un texte en français, il va le comprendre, il va le traduire en anglais. Mais ce n'est pas ça la façon dont on va informatiser le contrat dans un contrat intelligent. On va plutôt essayer d'exprimer les termes, les clauses, sous la forme de données informatiques. Là, c'est un exemple. Par exemple, au lieu d'écrire une clause comme quoi la promesse de contrat s'expire le vendredi 7 février 2020, on va utiliser ce genre de forme. Donc, je ne suis pas spécialiste, j'ai été inspiré pour cet exemple d'un auteur américain, Harry Serdan. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la première étape, c'est de décrire ce contrat sous forme de données. Mais sauf que l'ordinateur, pour pouvoir exécuter, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Ça ne suffit pas juste de lire et de traiter. Il faudrait qu'il puisse comprendre le sens du contrat ensuite pour pouvoir exécuter les prestations. Comment un ordinateur peut comprendre, une machine peut comprendre? Ce n'est pas comme nous où on pourrait avoir une compréhension des notions et des concepts abstraits. Ce qu'il va faire, c'est qu'il faut lui définir une instruction très précise de ce qui doit être fait
advenant la réalisation des conditions prédéfinies. Par exemple, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on va dire sous forme d'instruction? On va dire que voilà, à partir du moment où on est arrivé à la date du 7 février 2020, tu ne devrais plus accepter les acceptations qui arrivent ou le service va être rompu. Ça peut être facile. Cette étape de l'informatisation, ça peut être facile quand on est devant des clauses où on traite d'une date, d'un chiffre ou d'un prix, où il y a quelque chose d'objectif. Ça va être plus difficile quand il va y avoir un peu plus de discrétion, où la machine ne peut pas toute seule faire cette discrétion. Imaginons un cas de contrat d'abonnement téléphonique dans lequel le fournisseur d'accès il dit moi, je me réserve le droit de suspendre les services dans les cas d'utilisation abusive. Bon. Un humain peut constater les milliers de cas d'utilisation qui peuvent arriver pour décider quel cas correspond à un cas d'utilisation abusive, alors que cette flexibilité n'existe pas dans un langage informatique. Donc, il faudrait définir tous les cas, l'ensemble des cas qui, selon l'intention commune des parties, constituent un cas d'utilisation abusive. Donc, c'est une opération très laborieuse, voire impossible. Voilà donc la première composante d'un contrat intelligent. Donc déjà, on n'est pas devant un contrat qui est lisible et compréhensible pour l'être humain, on est devant un contrat qui est lisible et compréhensible pour une machine. Mais ensuite, il y a la question d'intégration avec la chaîne de blocs, parce qu'un contrat informatisé, ça peut exister indépendamment de la chaîne de blocs. Une personne peut le contrôler pour avoir sur ses propres serveurs et le faire fonctionner pour éliminer l'intervention humaine, pour économiser dans le temps et dans la main-d'œuvre. Mais comment l'intégration de la chaîne de blocs, ça va changer? C'est là où la question d'interaction avec cette technologie. Cette interaction, ça intervient à deux étapes. Lors de la première étape, et là, je suis en train de vous donner, de faire semblant de vous donner des explications, mais sachez que ça va être des explications très sommaires qui ont été comprises par un juriste. Donc, je ne peux pas vous donner des explications techniques, comment ça marche concrètement. Ça, il va y avoir des informaticiens éventuellement qui peuvent vous dire, mais d'après ce que je comprends, il y a deux étapes pour cette interaction. La première étape, c'est qu'on va déposer ce contrat, ça veut dire le programme informatique qui exprime les termes de contrat sur un bloc. Ce contrat va avoir sa propre adresse à qui on peut communiquer, donc on peut interagir avec ça. Mais sauf que ce contrat-là demeure inactif. Pourquoi ça demeure inactif? Parce que le contrat, ça répond à des données qui viennent du monde extérieur. Donc le contrat, le programme informatique doit savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur. Il doit être informé de l'état du monde extérieur pour pouvoir réagir et déclencher l'exécution du contrat. Donc, prochaine étape, ça va être la question de l'inscription des données qui proviennent du monde extérieur sur le bloc suivant. Un petit exemple pour illustrer cette opération d'interaction de contrat intelligent dans la chaîne de blocs. On parle beaucoup dans la doctrine ou dans les textes qu'on consulte d'un exemple d'une police d'assurance pour le retard de vol d'avion. Donc, si on dit que cette police d'assurance, on va le rédiger sous forme de contrat intelligent. Donc, première étape, ça va être de créer ce contrat intelligent, de le déposer sur un bloc. Deuxième étape, ça va être un oracle, donc c'est-à-dire une source externe fiable qui va faire entrer, qui va inscrire les informations qui proviennent de l'aéroport de Québec, par exemple, qui va dire, voilà, quels sont les vols qui accusent un retard. Et dans le cas où le nombre d'heures de retard excède le nombre d'heures prédéfini dans le contrat, il va y avoir un paiement d'indemnité automatique qui va être effectué par le contrat intelligent sous forme de crypto-monnaie. Donc, voilà un peu ce qu'on entend par un contrat intelligent de façon assez sommaire. Mais là, on peut peut-être parler avec cette description des grandes caractéristiques d'un contrat intelligent. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, un contrat intelligent? Ça nous donne d'abord un contrat automatique, un contrat où l'exécution se fait de façon automatique, sans l'intervention humaine.
dès que les conditions de la réalisation du contrat, et quand je parle des conditions de la réalisation, ça c'est un commentaire qui s'adresse aux juristes, je ne parle pas nécessairement de la condition au sens du Code civil, donc je pense des conditions dans le langage commun. C'est la question de 3 heures, est-ce que c'est une condition ou pas? Donc peut-être que juridiquement c'est une condition, mais pas dans tous les cas. Donc d'abord, c'est un contrat automatique. Ensuite, c'est un contrat intangible. Donc, ce n'est pas un contrat intangible au sens du principe d'intangibilité du contrat du Code civil. Ce n'est pas la même chose. Les parties ont toujours cette possibilité de modifier le contrat, mais techniquement, matériellement, une fois que le contrat est déposé sur la chaîne de blocs, on ne peut pas le modifier. Ensuite, c'est un contrat qui fait de l'exécution une affaire irréversible, c'est-à-dire qu'une fois déclenché, on ne peut plus l'arrêter, l'exécution. Et ensuite, finalement, c'est un contrat qui est transparent. C'est grâce aux oracles, à l'oracle qui va inscrire les données externes. Donc, on peut avoir un historique presque complet et fiable de toutes les occasions où le contrat est appelé à être exécuté. Connaissant ce phénomène technologique, là, on se pose la question, le contrat intelligent transforme-t-il le droit des contrats? Je vais commencer par la notion de contrat. Est-ce qu'il va y avoir une transformation au niveau de la notion de contrat? Bon, les juristes sont initiés, donc on distingue de façon systématique en étude de droit des contrats le négociant et l'instrumentum. Donc, on rappelle la notion de contrat. La notion de contrat, ça réfère à un accord de volonté entre 2 et plusieurs personnes susceptibles de créer une obligation ou des effets juridiques. Cet accord de volonté, en conformité avec le principe de consensualisme, c'est un phénomène abstrait. Ça n'a rien à voir avec la forme dans laquelle les consentements se sont exprimés. Donc, et la Cour suprême aussi, dans une affaire qui a été plaidée par mon collègue Khashayar, confirme cette distinction, même si on n'avait pas eu besoin de cette confirmation de la Cour suprême. C'était quelque chose qui est fondamental. Donc, le contrat, c'est le négociant. Ça veut dire que c'est l'accord qui existe indépendamment de la forme sur laquelle cet accord a été exprimé. Qu'est-ce que le contrat intelligent fait? Il n'affecte que le support du contrat. Donc, le contrat intelligent intervient au niveau de l'instrumentum du contrat et non pas au niveau du négociant du contrat. Donc, on a déjà le principe de la neutralité technologique, donc avec des questions de preuve, par exemple, dans le Code civil, des règles de preuve, on sait que le support du contrat n'a presque aucun effet sur la validité de l'écrit comme moyen de preuve. Donc, pour conclure sur ce chapitre-là, il ne va pas y avoir de transformation au niveau de la notion de contrat parce que la notion de contrat demeure inchangée. L'autre question, certains disent que peut-être que le contrat intelligent va remplacer le droit des contrats. Ben, l'idée est séduisante, mais d'où vient cette idée-là? L'idée, ça vient du fait que, pour certains, le droit des contrats, sa fonction principale, c'est de sanctionner l'inexécution des obligations contractuelles. Donc, à partir du moment où on a un phénomène technologique, la chaîne de blocs qui élimine presque tout cas d'inexécution, donc, pourquoi on a besoin de contrats intelligents? L'idée, c'est séduisante, mais sauf que ça ne résiste guère à l'analyse. Parce que, d'abord, à cause des contraintes techniques pour la création d'un contrat informatisé, c'est certain qu'il va y avoir des contrats qui vont être des contrats bêtes, qui ne sont pas des contrats intelligents. Donc, le droit des contrats va subsister, même si on accepte le prémisse de base. Mais sauf que le droit des contrats fait beaucoup plus de choses que juste sanctionner l'inexécution de contrat. Il contrôle la validité de contrat. Il nous permet de savoir quel cas d'inexécution est une inexécution fautive, quel cas c'est une exécution justifiée. Ça nous permet de savoir est-ce que le contractant a commis une faute ou pas. Et aussi, ça nous donne des règles pour la mort du contrat, l'extinction. Qu'est-ce qui arrive avec des prestations qui ont été reçues sans droit? Donc, tout cela, le droit des contrats peut apporter une réponse alors que la chaîne de blocs ne peut pas apporter de réponse.
Donc, je conclus pour la première question, qui est la question de la transformation, que malheureusement, peut-être, la chaîne de blocs ne peut pas transformer le droit des contrats. Mais je pose la question de l'adaptation du droit des contrats. A-t-on besoin d'adapter le droit des contrats pour appréhender les contrats intelligents? Pour ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que le contrat intelligent? Le contrat intelligent, à la base, c'est un contrat électronique à distance qui peut être utilisé largement dans le domaine de la cyberconsommation. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Contrat électronique qu'on a déjà réglementé. Donc, on a eu déjà des défis concernant la validité du contrat, où on a vu que la flexibilité de la théorie générale du contrat, ça répond. La question de la preuve, avec l'approche fonctionnelle, on essaie d'avoir une sorte de neutralité entre les supports. Donc, on a réglé aussi la question de la preuve pour tout ce qui est le document technologique qui constate l'existence du contrat. Pour la question de la cyberconsommation, il y a eu de vraies inquiétudes concernant la protection des consommateurs, de savoir est-ce que la loi sur la protection des consommateurs, avant, qui s'appliquait normalement à des contrats entre présents, est-ce que ça pouvait répondre assez bien? Donc, il y a eu une section qui a été ajoutée à la loi sur la protection des consommateurs, et notamment avec le formalisme informatif ou la modification de la définition de l'offre, faculté de résolution, rétrofacturation. Donc, on a essayé de régler les défis qui étaient déjà associés avec les contrats électroniques. Mais est-ce que le contrat intelligent peut également avoir ses propres défis? La réponse est oui. Un des défis, c'est de savoir quelle est la nature juridique des codes informatiques. Bon, les parties, ça revient aux parties. Les parties peuvent décider que le code informatique qui constitue le contrat intelligent va devenir l'unique instrumentum du contrat. Dans ce cas, le défi, c'est de savoir comment, en cas de litige, le juge peut avoir accès à l'intention commune des parties. À part des cas exceptionnels, le juge, c'est une information aussi. Il ne peut pas lire le contrat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la réponse, c'est simple. Traduction, parce que tous les contrats qui sont présentés devant le juge ne sont pas écrits en français ou en anglais. Le juge, des fois, a besoin de traduire du chinois en français pour accéder à l'intention commune des parties. S'il y a des doutes, les règles d'interprétation s'appliquent. L'autre hypothèse, c'est de dire que, oui, les parties ont décidé de... OK, je vais bientôt finir. Que les parties ont décidé d'avoir deux instrumentums, dont l'un en support technologique, l'autre en support papier, par exemple, qui est exprimé en langage naturel, et les deux reflètent la même réalité. Les deux reflètent Donc, s'il y a une contradiction, qu'est-ce qu'on fait? Réponse, introduction. Encore, une autre hypothèse, c'est de dire que non, l'instrumentum du contrat a été entièrement rédigé en langage naturel, mais le contrat intelligent est utilisé uniquement comme un simple outil d'exécution. Qu'est-ce qui arrive si le code ne reflète pas exactement et fidèlement le contenu du contrat? On va aller devant, on va avoir un problème d'exécution non conforme du contrat. Quelle est la solution qui existe déjà? La responsabilité contractuelle. On peut toujours aller trouver est-ce que cette exécution non conforme était une exécution non fautive ou non. Donc, finalement, bref, le droit des contrats a toujours ses réponses. Finalement, comme le dernier défi que je vais essayer de le dire assez rapidement, c'est la question de la rigidité du droit des contrats. On dit que le contrat intelligent est trop rigide. Il n'y a aucune flexibilité dans ce contrat. C'est un programme informatique qui l'applique. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être un problème d'opportunité d'affaires, un problème d'économique. Est-ce que c'est un problème juridique? Pas nécessairement. Le droit est plutôt pour la rigidité, pour le principe de la force obligatoire du contrat. Mais ça peut poser la question, ça peut poser le problème de bonne foi. Comment le devoir de bonne foi pour s'appliquer au moment de l'exécution du contrat? Et pour cela, la réponse est de dire que l'application du principe de bonne foi va avoir ses propres limites concernant le contrat intelligent parce que ce principe est là pour contrôler le comportement des individus selon un comportement raisonnable et diligent. Comment est-ce qu'on peut attendre d'un ordinateur de se comporter comme une personne prudente et diligente? D'autant plus qu'on sait dès le départ, dès la formation du contrat, comment ce code informatique va réaliser le contrat.
Donc, s'il y a un contrôle de bonne foi, ça va être plutôt en amont, ça veut dire au moment de la formation du contrat, de savoir est-ce que cette rigidité était voulue vraiment des deux parties ou c'était imposé. Donc, en conclusion, il va y avoir ni transformation ni adaptation pour l'instant. Ça dépend si on va avoir un cas d'usage assez répandu de contrat intelligent. Peut-être qu'il va y avoir d'autres défis plus importants qui doivent être abordés par le législateur. Je vous remercie. Désolé d'avoir dépassé mon temps. Merci.